Ça fait maintenant plus de 3 ans que sur cette chaîne on analyse des cryptos et qu'on parle du monde de la blockchain. Mais les cryptos ne sont qu'une toute petite partie de l'économie. Ce qui a commencé avec un tout petit écosystème de cypherpunk est en train de petit à petit se faire une place dans le monde financier. Avec l'arrivée des ETF, on ne peut plus se permettre d'ignorer la finance traditionnelle en tant qu'investisseur crypto. C'est pour ça que tranquillement, on va commencer à traiter de nouveaux sujets sur cette chaîne, notamment de macroéconomie. Le dollar est la monnaie mondiale qui drive l'entièreté de l'économie depuis des dizaines d'années. Mais ces derniers temps, on entend de plus en plus que le dollar et les États-Unis sont sur le point de s'effondrer, les BRICS vont prendre le contrôle, une crise arrive, etc. Comprendre globalement ce qu'il se passe dans l'économie mondiale et savoir se positionner et en tirer les bonnes conclusions et les bonnes opportunités peut être extrêmement rentable sur du long terme. Donc on va regarder dans cette vidéo si le dollar est vraiment en danger et s'il peut y avoir des problématiques ou des opportunités dans nos investissements. La montée et la chute d'une monnaie est souvent due à plusieurs facteurs différents. La raison pour laquelle le dollar fait autant parler de lui ces derniers temps, c'est parce que la monnaie, c'est le meilleur outil pour contrôler l'état de santé d'une économie. On le voit très bien avec les discussions autour des taux directeurs de la Banque centrale américaine. S'il est augmenté ou baissé trop rapidement, ça a un impact direct sur le chômage, les investissements, l'inflation des prix, etc. Un dollar hors de contrôle, c'est une économie qui va être instable. Et une économie instable est souvent synonyme de crise. Mais comment l'empire que sont les États-Unis pourrait-il s'effondrer? C'est la question que s'est posée Ray Dalio, un investisseur et gestionnaire de fonds américain, dans une étude qui analyse la montée en puissance et l'effondrement de chaque grande puissance depuis les années 1500. Il a trouvé que même en remontant jusqu'à l'Empire romain, c'est à chaque fois le même cycle qui se répète, avec les mêmes indicateurs de top. En moyenne, chaque règne de puissance mondiale dure environ 100 ans, avec une période de transition de 20 ans, où une puissance concurrente vient prendre la place qui s'est libérée. D'après lui, chaque nouvelle puissance a toujours émergé après une guerre qu'elle a gagnée. À la sortie de cette guerre, le pays est considéré comme la puissance numéro 1, ce qui empêche ses concurrents de vouloir se frotter à elle. On a donc une période de prospérité, où la qualité de vie augmente, la production et les revenus augmentent également, puis petit à petit, des gens veulent continuer à garder ce niveau de vie, parce que mine de rien, c'est assez cool, et commencent à emprunter de l'argent pour parier sur la continuation de cette prospérité, que ça soit dans la consommation ou dans l'investissement. C'est à ce moment-là que généralement une bulle commence à se former. Une bulle, c'est quand le prix des actifs augmente de manière démesurée et dépasse largement leur valeur intrinsèque. Une fois que la part de marché du pays dans le commerce international est assez grande, la monnaie de ce pays devient une monnaie de réserve. Ça veut dire qu'elle est acceptée dans le monde entier et qu'elle sert de valeur refuge en cas de crise. Il n'y a plus seulement les habitants du pays qui empruntent cette monnaie, mais le monde entier. Elle devient une monnaie de référence pour les échanges internationaux, tout le monde en a besoin. Les volumes empruntés et les investissements dans ce pays explosent, et souvent c'est à ce moment que les inégalités commencent à se creuser. Cette situation peut durer une certaine période, mais au bout d'un moment, la bulle financière explose. Pourquoi? Parce que l'afflux d'investissement est tellement énorme que les prix des actifs s'éloignent beaucoup trop par rapport à leur valeur réelle. On a une période de surspéculation qui finit souvent en crise financière, une fois que les gens commencent à s'en rendre compte. C'est cette crise qui force le pays à imprimer des tonnes et des tonnes d'argent pour payer toutes les dettes accumulées quand tout allait bien. Et imprimer de l'argent, c'est souvent signe d'inflation, ça affecte surtout les classes les plus pauvres, ce qui augmente encore plus les inégalités. Au bout d'un moment, les conflits internes deviennent intenables et se règlent soit dans la violence comme en France avec la Révolution, soit pacifiquement comme en 1933 aux États-Unis. Dans tous les cas, ces conflits affaiblissent le pays, ce qui donne une chance aux États concurrents de se développer. S'ils se développent assez vite et qu'ils arrivent à rivaliser avec le leader, le gagnant prend la place de numéro 1 et le cycle recommence. C'est ainsi qu'il se répète à chaque fois depuis des centaines d'années. Ça veut pas dire que ça va de nouveau arriver, mais ça veut dire qu'il y a une probabilité que ça arrive et donc que c'est important de le garder en tête pour la suite. À l'intérieur de ce cycle, on a aussi identifié plusieurs signaux de top qui montrent qu'une puissance commence à arriver en déclin. Le premier niveau, c'est la qualité de l'éducation. C'est celui que vous voyez en bleu sur ce graphique, et cet indicateur, c'est le parfait premier signal de top, ce qui paraît logique, en fait. L'éducation, c'est un investissement sur l'avenir. Si les générations futures sont mal éduquées, il y aura moins de gens susceptibles de créer de la valeur, de la croissance et de l'innovation dans le futur. Le pays va perdre en compétitivité par rapport au pays avec un très bon système d'éducation. En plus, une fois un certain niveau de vie élevé, la productivité a tendance à baisser. Le travail n'est plus une priorité, en tout cas moins, et les gens s'intéressent un peu plus à d'autres choses. Ils deviennent gros et ils vont faire du golf, globalement. En parallèle, il démontre aussi que les valeurs mises en avant par la société changent pour tendre vers une forme de décadence à l'apogée du pays. Ces facteurs viennent s'ajouter à un coût de la main-d'œuvre qui augmente, ce qui est souvent signe de perte de compétitivité sur le plan industriel. En gros, les entreprises doivent choisir entre soit produire dans un pays avec une main-d'œuvre chère et protégée par des lois, ou produire dans un pays où la main-d'œuvre ne coûte absolument rien et travaille plus de 10 heures par jour. Surtout que la qualité de production commence à être la même dans ces pays. Et le dernier point, qui peut être le plus important, c'est celui de la monnaie. Le fait qu'elle soit une monnaie de réserve dans le monde, c'est à double tranchant. À court terme, l'influence et le poids dans les relations internationales que ça donne
sera absolument énorme pour le pays. Ce pays va aussi connaître un énorme afflux de capitaux étrangers, mais pour supporter cette demande, il va falloir faire tourner la planche à billets et imprimer des billions de dollars. Autrement dit, il va falloir dévaluer sa monnaie. Mais la conséquence de ça, c'est une explosion de la dette. Et même si elle ne sera jamais remboursée entièrement, les intérêts s'accumulent et finissent par dépasser les entrées d'argent. On se retrouve donc avec un pays en déficit, incapable de payer ses dettes sans imprimer de l'argent, et creuser encore plus ce déficit. Petit à petit, les investisseurs perdent confiance dans cette monnaie, et elle perd son statut de monnaie de réserve mondiale. Ce qui est le dernier indicateur de retournement, parce qu'avoir la main sur la monnaie la plus utilisée du monde, c'est avoir la main sur le monde. Ok, on a vu la théorie. Mais en pratique, comment situer les États-Unis et le dollar dans ce beau schéma? Pour ça, il faut comprendre l'histoire et l'évolution du dollar depuis le début de son ascension jusqu'à maintenant. Les États-Unis et le dollar ont commencé à jouer un rôle très important dans l'économie mondiale à partir des années 20. À cette époque, les US avaient une économie en forte croissance à cause du développement du secteur industriel. Mais ce qui a aussi fait la différence, c'est que la majorité des pays d'Europe venaient de vivre la Première Guerre mondiale, étaient en partie détruits et venaient de perdre une partie de leur force de travail. À côté de ça, les US n'ont pas eu à reconstruire le pays et le nombre de victimes était beaucoup plus faible. Tout ça a permis de lancer l'ascension du dollar, mais il faudra attendre la Seconde Guerre mondiale avant que l'USD devienne vraiment la monnaie numéro 1. Avant cette guerre, la monnaie de réserve mondiale, c'était celle du Royaume-Uni. Position qu'elle a perdue parce que le pays a contracté d'énormes dettes pour financer la guerre, tout en vidant ses réserves d'or. À la sortie de la guerre, la dette était passée de 650 millions en 1914 à 7 milliards. Dette que le pays ne pouvait pas payer, d'où la perte de confiance des investisseurs. Et petit fun fact, le Royaume-Uni a fini de payer cette dette en 2015, presque 100 ans plus tard. En 1944, les accords de Bretton Woods sont passés. Vu que les US ont une grande partie des réserves d'or du monde, logique c'est les plus riches, et que leur économie est en pleine croissance, une quarantaine de pays se mettent d'accord pour adosser leur monnaie au dollar, qui lui a une valeur fixe de 1/35 d'une once d'or. Pour faire simple, le dollar devient la seule monnaie convertible en or. Donc les autres pays devront passer par les US pour échanger leur dollar en or, vu qu'il était backé par de vraies réserves d'or. La garantie de l'étalon or, c'est que le dollar aura toujours de la valeur, parce qu'à tout moment, je peux me débarrasser de cette monnaie et recevoir un montant équivalent en or. Le seul point noir de ça, c'est qu'il faut faire confiance aux US pour ne pas imprimer plus de dollars qu'ils ont d'or. Mauvaise idée. C'est exactement ce qu'il s'est passé en 1971, quand Richard Nixon a annoncé mettre fin à cette convertibilité. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'un pays qui a une monnaie de réserve a aussi beaucoup de dettes. Ça coûte cher d'entretenir cet empire. Et le moyen le plus simple de le financer, c'est en empruntant. Le problème, c'est que les US commençaient à être à court d'or. Ils avaient besoin d'imprimer plus de dollars pour soutenir leur croissance, et rappelez-vous que le dollar était convertible avec l'or, donc si tu veux imprimer du dollar, tu dois sortir de l'or de tes coffres. Et au bout d'un moment, l'or, ça s'épuise. Et cette annonce de 1971 d'arrêter la corrélation entre l'or et le dollar, ça a créé un sacré bordel dans le monde. Parce que ça voulait dire qu'à partir de maintenant, on pouvait imprimer de l'argent à l'infini. Ce qui veut aussi dire dévaluer la monnaie autant qu'on le voulait. Mais ça n'a pas empêché les US de conclure un accord avec certains pays producteurs de pétrole entre 1973 et 1975. Ces accords ont fixé le dollar comme monnaie de référence pour les échanges de pétrole. C'est un énorme pas en avant parce qu'à partir de ce moment, chaque pays qui veut acheter du pétrole est obligé de le faire en dollars. Autrement dit, maintenant on n'a plus besoin d'avoir de l'or pour imprimer du dollar, par contre si on veut acheter du pétrole, on a besoin de dollars. Et donc, vu qu'on a du dollar à l'infini, qu'est-ce qu'on a à l'infini? Voilà. Depuis, on arrive à notre période et le dollar s'est maintenu comme monnaie de réserve mondiale. Mais du coup, si le dollar est aussi puissant, pourquoi autant de gens parlent de la chute du dollar? Quand on parle de la chute du dollar, il y a deux facteurs à prendre en compte, le facteur politique et le facteur économique. On commence par le politique. Depuis l'arrivée au pouvoir des États-Unis, ils ont largement profité de leur influence grâce au dollar. Mais ils ont aussi développé leur armée pour protéger ce qu'ils ont construit. Aujourd'hui, les US sont pas loin de 750 bases militaires partout dans le monde, ce qui leur permet d'avoir une présence absolument partout et d'avoir une très grosse influence. Mais tout ça, ça a un coût. En 2022, ils ont dépensé autant dans leur armée que 10 des plus grosses puissances militaires réunies, dont la Chine, la Russie et la France. Et chaque année, ça continue d'augmenter. C'est pas pour rien que c'était la deuxième plus grosse dépense des États-Unis en 2023. Mais pour être sûr de maintenir le contrôle, ils se sont aussi impliqués dans pas mal de conflits, de manière directe comme au Vietnam ou de manière indirecte comme en Ukraine actuellement. Vous vous doutez bien que ça fait pas que des heureux. Et ça s'est encore empiré après les attentats du 11 septembre 2001. Ils ont utilisé ce prétexte pour mettre en place l'extraterritorialité du droit américain. Je l'ai dit du premier essai, je peux pas vous le prouver, mais c'est vrai. Concrètement, ça veut dire que les États-Unis peuvent imposer leurs lois à tous les pays et entreprises qui utilisent le dollar, que ça soit sur le territoire américain ou pas. Et vu que tout le monde utilise le dollar, ou traite avec les États-Unis d'une manière ou d'une autre, ils peuvent traîner en justice ou geler les fonds d'absolument n'importe qui.
si quelque chose ne leur plaît pas. C'est comme ça que BNP Paribas s'est retrouvé à payer une amende de 8,9 milliards de dollars aux États-Unis pour avoir traité avec le Soudan et l'Iran, qui étaient sous sanctions américaines à l'époque. Rien qu'en France, la liste des amendes est très longue. En parallèle, ils ont réussi à se mettre pas mal de pays à dos avec leurs interventions militaires au Moyen-Orient et en Afrique, en plus de leur rivalité avec des pays comme la Chine ou la Russie. C'est donc pas étonnant de voir une vague de pays qui veulent s'éloigner de l'influence des États-Unis et de l'arme économique qu'est le dollar. L'exemple le plus parlant, c'est le nombre de demandes d'adhésion aux BRICS. Les BRICS, c'est un groupe de pays émergents avec le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, etc., qui se sont regroupés pour former un bloc économique et politique qui a pour but de représenter les intérêts des pays émergents. Récemment, on a eu l'Argentine, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis qui ont officiellement rejoint les BRICS. Ça montre bien qu'on a une sorte de polarisation du monde avec d'un côté les États-Unis et leurs alliés, et de l'autre les BRICS dirigés par la Chine. Bon, autant l'Éthiopie ne pèse pas très lourd dans l'économie mondiale, mais vous vous rappelez quand on parlait des accords entre les US et les pays producteurs de pétrole, ça avait propulsé la valeur intrinsèque du dollar. Bah, il se trouve que l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis comptent parmi les plus gros producteurs de pétrole au monde. Et quand on regarde les autres gros producteurs, à part le Canada, il n'y a pas grand monde du côté des États-Unis. Surtout que depuis le début de la guerre en Ukraine, les États-Unis ont gelé pas loin de 300 millions de dollars d'actifs russes et ont exclu la Russie du réseau SWIFT, donc en gros du système bancaire mondial. S'ils peuvent faire ça à une puissance comme la Russie, il n'y a aucun doute qu'ils peuvent le faire à tout le monde. C'est pourquoi on entend de plus en plus parler de la création d'une monnaie par les BRICS. Celle qui était d'abord venue en tête, c'était le yuan chinois, parce que la Chine est le seul pays à réussir à tenir tête aux États-Unis en ce moment. Plusieurs pays comme l'Irak ou l'Arabie Saoudite ont travaillé sur des accords avec la Chine pour vendre leur pétrole en yuan. Mais les US ont déjà commencé à mettre des coups de pression pour que ça s'arrête. Et on connaît la tendance des États-Unis à bombarder tous les pays qui essayent de s'éloigner du dollar. Il y a aussi eu des discussions d'une nouvelle monnaie adossée à l'or, à nouveau, chose qui peut être crédible si on regarde les achats massifs d'or de la part des BRICS ces dernières années. On a aussi eu des rumeurs sur les cryptos et les CBDC, mais la vérité c'est que pour l'instant on ne sait pas encore quelle forme ça va exactement prendre. Par contre, on peut déjà s'intéresser aux conséquences que ça pourrait avoir. En étudiant les volumes et les types d'échanges sur 3000 marchandises entre 2010 et 2019, des physiciens du CNRS ont modélisé une carte du monde qui montre quels pays sont susceptibles de changer de monnaie de réserve. On voit clairement que le dollar en bleu perd en influence en Afrique, en Asie et en Amérique latine. On pourrait se retrouver avec une grande majorité des pays du monde qui préfèrent la monnaie des BRICS au dollar. Après, c'est simplement une théorie basée sur les volumes d'échange entre certains pays. Ça veut pas dire que tel ou tel pays va forcément préférer une monnaie BRICS. Mais ça donne déjà un indice de à quoi ça pourrait ressembler. C'est intéressant parce que si les BRICS ont leur propre monnaie de réserve et qu'elle est acceptée, on pourrait assister au fameux croisement de Dalio, où une puissance émergente en pleine croissance rattrape la puissance en place qui est en plein déclin. Maintenant qu'on a vu le côté politique, il faut aussi s'intéresser au côté économique. Concrètement, quelle est la situation des US actuellement? Depuis le dépeg avec l'or, les US ont subi 3 crises majeures qui ont mené à de l'impression monétaire massive. La bulle internet en 2001, la crise des subprimes en 2008 et la crise Covid. À l'heure où je tourne cette vidéo, la dette totale des US elle est de 35 billions de dollars, 35 000 milliards de dollars, ce qui est aberrant. Dites-vous que si les US voulaient rembourser toute cette dette demain, ça coûterait 103 000 dollars par habitant. Mais pourquoi cette dette est si élevée? Tout simplement parce que les US ne peuvent pas se permettre de la rembourser. Le pays est en déficit chronique depuis des années. Les coûts pour maintenir leur empire dépassent largement leur entrée d'argent. Rien qu'en 2023, le déficit était de 1,7 billion de dollars. Dites-vous que rien que le coût des intérêts sur leur dette, il était de 659 milliards de dollars en 2023. Rien que le prix des intérêts. Du coup, on en arrive à un point où les États-Unis empruntent de l'argent pour payer les intérêts qu'ils doivent, mais ça augmente encore la dette, ça agrandit la spirale, et les intérêts de l'année d'après sont encore plus hauts. Autrement dit, c'est un cercle vicieux sans fin. Et ça, les investisseurs l'ont bien compris. On a eu le droit à l'inversion de la courbe des taux d'intérêt. Ça se produit quand les rendements des obligations à court terme sont supérieurs à ceux des obligations à long terme. Ça veut dire que les investisseurs ont peur de se projeter sur le long terme, et c'est souvent un signe de récession. On voit aussi que de plus en plus de pays se débarrassent de la dette américaine qu'ils détiennent. C'est par exemple le cas du Japon, de la Chine et du Brésil, sachant que le Japon et la Chine sont les plus gros détenteurs de dollars. Même les banques centrales mondiales essayent de s'en débarrasser. Mais du coup, en quoi est-ce que c'est mauvais pour les US? Eh bien premièrement, ça montre bien que le monde est plus réticent à prêter de l'argent aux États-Unis qu'avant. Mais on a vu que sans ça, les États-Unis étaient incapables de se maintenir à flot. L'autre problème, c'est qu'en vendant massivement les bons du Trésor américain, la supply disponible sur le marché, elle va augmenter. Si la demande ne suit pas, les prix des bons du Trésor vont baisser, ce qui va entraîner une hausse des taux d'intérêt. Et des taux d'intérêt plus élevés, ça augmente le coût des futurs emprunts pour le gouvernement américain. C'est pour cette raison que les US essayent de racheter désespérément leurs propres dettes ces derniers temps. Le 8 août, ils ont commencé un grand programme de rachat et ils ont prévu de racheter pour 8,5 milliards de dollars de dettes au mois d'août. Et l'objectif, c'est 30 milliards de dollars en septembre. C'est peut-être aussi l'une des raisons pour lesquelles les US n'osent plus trop s'attaquer aux émetteurs de stablecoins comme Tether et Circle, puisqu'à eux deux, ils détiennent pour 126 milliards de dollars en bons du Trésor américain. Rien que Tether, qui est l'émetteur de l'USDT
USDT, c'est l'entreprise derrière l'USDT, est le 18e plus gros détenteur de dette américaine au monde. En parallèle, on a vu qu'il y avait une tendance à la dédollarisation. De moins en moins de pays veulent utiliser le dollar. Ça veut dire que les réserves de dollars détenues par les pays commencent à diminuer. Mais à un moment, les US ont imprimé des tonnes de dollars pour soutenir la demande dans le monde. Donc si d'un coup plus personne en veut, il y a un grand écart entre la supply disponible et la demande réelle. Et ça finit très souvent avec de l'inflation, le temps de réajuster le ratio. Mais est-ce que pour autant, c'est la fin pour les États-Unis et pour le dollar? C'est sûr que les BRICS sont très bien partis. Depuis la période du Covid, le PIB combiné de ces pays a dépassé celui des pays du G7. Mais si on prend les indicateurs de top de Ray Dalio, où est-ce qu'on pourrait se trouver? Le premier, c'était une baisse du niveau d'éducation. Depuis le Covid, plusieurs études ont montré que le niveau d'éducation était en chute libre. Pour autant, les meilleures universités au monde sont encore celles des États-Unis, ou en tout cas les plus réputées. Et la grande force des US, c'est d'arriver à attirer les étudiants les plus brillants de ce monde. Donc sur ce point-là, ils s'en sortent plutôt bien pour l'instant, même si la Chine fait très fort aussi et produit le plus grand nombre d'ingénieurs au monde. Après, ça peut aussi être dû à une différence de culture et d'éducation, quand on voit que le métier préféré des enfants en Chine, c'est astronaute, et que c'est youtubeur aux États-Unis. Et je pense pas qu'ils pensent aux youtubeurs d'astrologie ou de science. Ça rejoint le point qui dit que le niveau de développement d'un pays influence directement la relation au travail de la population. Ce qui est plus inquiétant, c'est l'augmentation des conflits internes, surtout pendant cette période électorale. On voit que le pays est divisé entre républicains et démocrates et que les confrontations deviennent de plus en plus violentes. Plus tôt dans l'année, on a même eu le droit à une confrontation entre le Texas et le gouvernement. Et on n'oublie pas que les conflits internes sont le premier signe de l'effondrement d'un empire, souvent suivi de conflits externes. Et là aussi, on est servi avec les tensions autour de Taïwan, l'Ukraine et Israël. Par contre, il faut dire qu'au niveau de leur économie, les US ne sont pas si mal. Sur les 100 plus grosses entreprises du monde, 60 sont américaines. Plus de ça, le pays a accès à beaucoup de ressources naturelles, comme le gaz de schiste, dont les exportations ont explosé après la destruction du pipeline Nord Stream qui alimentait l'Europe. Mais l'énorme épée de Damoclès qui plane sur les US, c'est leur dette qui n'arrête pas de grossir et qui force à imprimer de plus en plus d'argent et de dévaluer le dollar pour survivre. Si les BRICS arrivent à proposer une bonne alternative, il se peut que cette monnaie soit très vite propulsée sur le devant de la scène à cause des grosses exportations de ressources naturelles des pays membres. La question qui reste, c'est si les États-Unis se laisseront faire aussi facilement. Pour l'instant, ils ont encore quelques atouts dans leur manche et ils peuvent inverser le processus. Mais si ça ne fonctionne pas, il y a peu de chances qu'ils se laissent mourir à petit feu. Et comme le montre Dalio, ça c'est souvent synonyme de guerre. D'ailleurs, il dit lui-même que pour l'instant on est au point 14, juste avant que les conflits internes ne s'intensifient. Donc à quoi on peut s'attendre en cas de dédollarisation du monde? Concrètement, si le dollar s'effondre, entre guillemets, quelles sont les conséquences pour nous? La dédollarisation, elle peut avoir plusieurs conséquences qui vont dépendre de la manière dont elle se fait. La première possibilité, c'est que les US continuent sur le lancer. Ça veut dire qu'ils vont s'endetter de plus en plus jusqu'à ce que les intérêts deviennent insupportables. Dans ce cas-là, si c'est pas accompagné de conflits internes ou externes majeurs, les gens vont vouloir se débarrasser de tout ce qui touche à cette dette. Autrement dit, les bons du trésor américain et le dollar. La plupart des dollars utilisés dans le monde se verraient renvoyés aux États-Unis au profit d'autres monnaies, ce qui déréglerait la balance entre l'offre et la demande. Vu que l'offre serait beaucoup plus élevée, il y a de fortes chances que ça mène à un épisode d'inflation très agressif, le temps que la Fed agisse. Mais c'est pas pour autant que les grosses entreprises aux US performeraient pas. L'avantage de ces entreprises, c'est qu'elles sont souvent multinationales, et qu'elles ont un gros avantage par rapport au gouvernement, c'est qu'elles sont libres de garder leur trésorerie dans une autre monnaie. C'est pour ça que dans les pays qui sont touchés par l'inflation ou même dans l'hyperinflation, les entreprises peuvent continuer à bien performer. C'est par exemple le cas en Turquie où l'inflation elle est passée de 8% en 2020 à 80% en 2022, mais pourtant, sur la même période, le secteur privé s'en est plutôt bien sorti. C'est aussi dû au fait que les gens cherchent un moyen de protéger leur argent contre la dévaluation, et souvent, les actions en profitent. Dans le cas des US, il y a de grandes chances que les actions, l'or, les cryptos et les monnaies de crise comme le franc suisse par exemple, en profitent. Mais il y a aussi pas mal d'entreprises qui vont souffrir de cette inflation si leur business model est directement impacté. Donc si ça arrive, il vaudra mieux éviter de s'exposer à des entreprises qui dépendent directement du pouvoir d'achat des consommateurs, comme par exemple des McDo ou Starbucks. Ça, c'est le scénario plutôt positif, où du coup ces transactions se font sans conflit. Là où c'est un peu plus incertain, c'est si les US décident de ne pas se laisser faire et entrent en conflit avec des pays comme la Chine. Historiquement, la bourse ne performe pas bien du tout en période de guerre, ce qui paraît logique à cause du coût financier et humain que ça implique. S'ajoute à ça l'incertitude due au fait que les deux camps qui s'affrontent auront sûrement l'arme nucléaire, personne ne sait vraiment ce qui va se passer et les marchés ont horreur de l'incertitude. Si je devais émettre une hypothèse, je dirais que les valeurs refuges traditionnelles, comme l'or ou le franc suisse, devraient très bien s'en sortir. Les matières premières agricoles, comme le blé et le secteur de l'énergie, devraient aussi bien performer, à cause des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement. Pour ce qui est de Bitcoin, c'est un peu plus compliqué, ça va vraiment dépendre de s'il a déjà pris sa place comme valeur refuge. Mais ce qui est sûr et certain, par contre, c'est que le marché américain, dans cette situation, va prendre très très cher, sauf quelques actions dans certains secteurs spécifiques, comme l'armement, par exemple. Bon du coup, c'est la fin des États-Unis, c'est la fin du dollar en tant que monnaie de réserve mondiale. D'un côté, c'est clair que le reste du monde en a un peu marre de payer pour la dette américaine. Parce que oui, quand les US dévaluent leur monnaie, le coût des produits américains augmente pour les autres.
Et si un pays a emprunté de l'argent en dollars, une dévaluation, ça veut dire que la dette sera plus chère à rembourser. Ça, combiné au fait que les US jouent la police depuis trop longtemps, ça fait que pas mal de pays veulent du changement. La dette américaine est une bombe à retardement qui explosera quand les gens n'auront plus confiance en l'avenir des États-Unis, et si on croit à la théorie des cycles de Ray Dalio, pour l'instant, tout semble indiquer que le schéma se répète. Après, il faut pas non plus sous-estimer la capacité des US à trouver des solutions. Pour l'instant, c'est encore le pays le plus puissant du monde, ce qui lui donne pas mal de force dans ses négociations. Mais si ça fonctionne pas, je ne pense pas qu'ils se laisseront mourir à petit feu. Souvent, la chute d'un empire est rapide et brutale. C'était la première vidéo de macroéconomie sur cette chaîne, donc j'attends vos retours avec impatience. Dites-moi si le rythme vous a plu, la longueur, etc. Et si vous avez envie qu'on en refasse d'autres dans le futur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Iril, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt.